comment tu te retrouves du coup à postuler, j'imagine Écoutez, je ne sais pas exactement par qui et comment j'avais eu connaissance de ce que l'établissement IME de Moussaron cherchait du personnel éducatif. Mais enfin bref, j'ai postulé là-bas, j'ai été reçue très rapidement et embauchée très rapidement. Et donc tu trouves une annonce, comment ça se passe à Moussaron? Non, j'ai pas trouvé d'annonce en fait. J'avais mes filles qui étaient scolarisées, je connaissais un infirmier et sur le parking de l'école on a commencé à discuter. Il m'a dit d'envoyer mon CV à Moussaron, c'est ce que j'ai fait. Et puis quelques temps plus tard, voilà, mon entretien d'embauche s'est passé. Et comment ça se passe justement à l'embauche, etc. Tu trouves que c'est sympa, le cadre, enfin tu... Ah bah le cadre est très sympa parce que d'abord c'est très joli, c'est un château, il y a un grand parc. C'est joliment aménagé. Je suis reçue au bureau de la direction, sympathique. Les conditions d'embauche sont voilà, bien. Conditions d'embauche convenables. Voilà, Tu es plutôt enjoué du coup d'avoir un nouveau boulot, quoi. Oui, ça se présente bien. A priori, il n'y a pas de raison, ça se présente très bien. Dès que je suis arrivée, le chef de service m'a dit considérez ces enfants comme les vôtres. Après avoir passé 1 heure au bâtiment d'en haut à la pouponnière avec les plus lourdement handicapés. Voilà. L'âme de la maman faisait que, ouais, quelque part... Ça te parlait? Ça me parlait, oui. Et du coup, toi, ton rôle, ça consiste en quoi dans la structure? Alors, en principe, c'est un rôle éducatif dans un groupe d'enfants polyhandicapés. Il s'avère très rapidement qu'en fait, il faut tout faire. Il faut tout faire, du lever, la toilette, enfin on accompagne les enfants toute la journée, mais il faut également faire la vaisselle des couverts, etc. parce que ça repart pas à la cuisine, d'ailleurs dans des conditions un peu spartiates, parce que c'est juste dans un petit lavabo, enfin voilà. Il faut aussi s'occuper du linge, il faut porter le linge sale, il faut s'occuper des poubelles à tour de rôle. Ah oui, moi j'ai été mise dans le bain de suite, je suis arrivée un samedi matin au centre sans aucune doublure. Donc j'avais jamais bossé avec des enfants handicapés. Sur un départ d'une enfant pour des vacances et j'ai été obligée de... il a fallu que je me débrouille. Donc j'ai appris extrêmement vite, sans formation. Et puis j'ai appris, comme on dit, sur le tas. Voilà, je me suis mis dans le bain et en avant. Est-ce que tu prends du plaisir à t'occuper de ces enfants-là? Tu les vois un petit peu évoluer grâce à votre travail? Tu es EduxP du coup là, Oui, tu fais un travail d'éduc. je fais un travail d'éduxP, mais avec tous les inconvénients que je viens d'énumérer, à savoir qu'on a quand même pas mal de temps qui est mangé par des tâches qui ne devraient pas nous incomber. Et tu faisais les toilettes, les levées, les Je faisais repas? tout ce qu'il y avait à faire, puisque à Moussaron, on peut être éduc, AMP, de médico-psychologique, aide-soignante, peu importe le diplôme, c'est le même job. Voilà. Il y a plus que ça. Non seulement on n'a pas de temps pour faire un travail éducatif avec les enfants, mais il faut savoir aussi que les équipements, etc., sont misérables. Il n'y a pas suffisamment de WC. Le matin, quand on lève les enfants au dortoir, on les met sur des seaux hygiéniques. Les uns à côté des autres, on enlève les couches, les pyjamas, on met les enfants sur des seaux hygiéniques. Du grand jeune homme de 18 ans à la petite bonne femme de 8 ans. En randonnion. Il faut savoir que c'est un établissement privé. Hein, donc, en fait, les patrons, ils sont les patrons. Voilà. Et ils fonctionnent avec des fonds publics,
mais les bâtiments sont à eux. Donc ils ont une société, une SCI pour les bâtiments, une SAS et je ne sais plus trop quoi. Il y a 2 sociétés qui s'occupent de la gestion de l'établissement. Donc voilà, ils sont les maîtres. Ils sont les maîtres, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont les maîtres. Les maîtres. Parce que c'est vraiment le Moyen-Âge. Ils sont les maîtres et les employés sont les serviteurs. Moi, je dis, alors j'ai 2 qualificatifs. Toujours dit, nous savons, c'est un peu comme une secte. C'est voilà, c'est l'oligarchie complète. Le roi est roi chez lui. Un paternalisme à tout craint. C'est le papa et les bons ou les mauvais sujets. Être obligé de dire merci pour avoir son bulletin de paye. Être obligé d'aller pleurer, de quémander pour ses vacances. Et puis nous savons, c'est aussi, ouais, c'est comme un cancer. C'est quand tu l'as, il te bouffe. Et c'est très compliqué. Donc tu commences à te dire, bon là ça va plus trop, enfin ça va pas trop en tout cas, moi je peux pas être complice de ça, enfin, ça va en fait, ce que tu dis. Très vite être insupportable, très très vite. Donc voilà, il se trouve que, par un curieux hasard, il y a un appel au 119, Allô enfance maltraitée, qui donne l'alerte. Donc ça déclenche enquête de gendarmerie, enquête de la DAS. Puisque ce qui est aujourd'hui l'ARS, à l'époque s'appelait la DAS. Et donc, dans le cadre de l'enquête de la DAS, il se trouve que je suis interrogée. Donc, il y a un médecin et une inspectrice de la DAS. Donc, moi, je dis ce que j'ai à dire, voilà. Mais au bout d'un très petit temps, je vois que j'agace ces gens-là, qui me disent, écoutez, voilà, si vous avez encore beaucoup d'autres choses à dire, nous on n'a pas beaucoup de temps maintenant, si vous avez encore d'autres choses à dire, nous sommes monsieur machin, madame truc chouette, si vous voulez, vous pouvez nous écrire. Voilà. Et toi, donc, tu craques et tu décides de tout quitter, comment ça se passe? Je me souviens très bien, c'était un jeudi soir, la convocation de Trop-Rouge. Je suis arrivée chez la marraine de ma fille. J'ai 30 km pour rentrer de chez moi. Et je crois que ces 30 km ont été les moments les plus pénibles de toute ma vie, parce que j'ai franchement pensé au pire quand je suis rentrée ce soir-là. Ce qui m'a retenue, c'est mes enfants. Et les autres salariés à ce moment-là, ils se disent pas, oui, c'est peut-être le moment où nous aussi on peut... Nous, on n'a rien dit. On n'a pas dit qu'on a fait ce d'accord. courrier. On n'a pas dit qu'on a fait ce courrier-là, parce qu'au fil du temps, lorsque nous discutions, comme je l'ai dit tout à l'heure, je te l'ai dit tout à l'heure, quand on discutait, les uns et les autres sont d'accord avec nous pour dire qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, etc. Mais il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler à l'extérieur. Surtout parce que vous comprenez, et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on avait appris que précédemment, quelques années avant, en 95, ah voilà, tu l'apprends à ce moment-là ? Oui, quand on en parle avec d'autres. C'est là, à ce moment-là, que on nous dit, ah mais tu sais, en 95, il y a un gars etc. Mais il était complètement fou, il a dit je sais pas quoi, et de toutes les manières, il a été condamné. Il a été viré et condamné. Il a été viré, licencié et condamné. Alors, ça nous a alertés, évidemment. Bon, tu as peur quand même, du coup. Enfin, c'est quand même un peu flippant, tu dis, oulala. Bah, peur, de toutes les manières, on ne peut pas rester dans cette situation. On ne peut pas cautionner ce qui se passe dans cet établissement. Donc, voilà, le dilemme, il est là. On en parle avec Christelle. Le dilemme, il est là. Où on se tait, on est complice. Et à la limite, nous, on maltraite aussi ces enfants, parce que c'est de la maltraitance quand même, cette manière d'accueillir, etc., ces gamins, de les éduquer, non, de les pas éduquer, justement, etc. Le risque est grand, mais on ne peut pas, c'est pas possible. Moralement, c'est pas possible, on ne peut pas. Les autres peuvent, par contre. Ça, c'est leur problème. Mais nous, on ne peut pas. Donc, dans notre courrier à la DAS, on leur dit, nous, on a besoin de gagner notre vie, on a vraiment besoin de bosser, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix d'un silence coupable. C'est comme ça qu'on accompagne notre courrier à la DAS.
c'était fin mai 2013, on a pris rendez-vous à l'ARS, l'agence régionale de Auch. Et j'ai passé 3 heures là-bas et j'ai fini par dénoncer tous les dysfonctionnements qu'il y avait dans la structure, dans son intégralité. Mais que ça soit le manque de prise en charge, le manque de soins, les manquements au code du travail, les bâtiments qui n'allaient pas, enfin, un tout complet. La maltraitance institutionnelle, c'est pas forcément que des coups et c'est pas forcément que des bleus. La maltraitance institutionnelle, c'est tout un système à un moment donné qui déraille. C'est une équipe de direction qui n'est pas capable de donner une ligne directive à ses éducs et qui n'est pas capable d'avoir un management qui soit un fil rouge qui soit bien traitant. Moi, par exemple, enfermer des gamines dans des boxes de 3 mètres carrés, sans toilette, sans point d'eau, parfois nues, en train de manger leur protection, en train de baigner dans leur vomi, leur urine ou leur excrément, moi je suis désolée, c'est pas normal quoi. Alors donc qu'est-ce qui se passe pour toi si on reprend le fil? Donc vraiment tu es un peu vilipendé par tes camarades, enfin tes collègues. C'est-à-dire que c'est plus que vilipendé parce que ça finit par tourner à la menace physique, etc. On monte les quelques résidents forts et qui, etc. contre vous en disant tu sais celle-là elle est méchante et tout, alors voilà. Et est-ce que tu regrettes? La vie devient insupportable. Tu regrettes, tu dis putain j'aurais jamais dû. Ah non. Tu te dis pas ça? Non, on regrette pas, il n'y a rien à regretter. Il y aurait à regretter de ne pas le faire parce que ce serait, enfin, pour nous, ce serait inadmissible de ne rien dire. Non, on regrette pas. On regrette pas, mais on finit par capituler parce que on est menacé, on entend sans arrêt des menaces et il est clair qu'elles s'apprêtent à nous lyncher. Elles mettent en place une machination et c'est clair, elles vont nous lyncher, elles vont nous tomber dessus physiquement, c'est prévu, on a entendu, etc. Donc quoi? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là alors? Tu décides de partir? Enfin... Je suis en arrêt maladie. Tu déprimes? Non, je déprime pas. Sur le moment, je déprime pas. Je déprime pas sur le moment. Mais bon, il se trouve que je me suis fait mal au dos en levant un résident, etc. Je profite de l'occasion et je me fais arrêter. Pause. Tu me dis, cette phrase, tu me dis, enfin, ce rapport de l'ARS montre qu'on n'était pas dingue. Parce que tu as cru à un moment que tu étais dingue avec cette affaire? Mais parce que c'est complètement schizophrénique. Ouais. C'est, à un moment donné, on sait qu'on a raison. On sait ce qu'on a vu. Et puis on le porte dans notre chair, on le porte dans nos tripes. On a des cris d'enfants, on a des pleurs, on a des odeurs, il y a des choses que tu peux pas oublier. Mais la pression est tellement forte que on te pousse à te dire... c'est compliqué comme mécanisme et c'est pour ça que je disais c'est comme une secte, t'as un peu un pantin avec 10 000 fils. À un moment donné tu te dis je me reprends, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je me suis peut-être trompée ou c'est peut-être pas comme ça et finalement quand tu vois le rapport qui fait 300 ou 400 pages tu te dis bon voilà, là pour le coup c'est posé. Et là pour le coup, oui, t'es pas dingue. Et là, vous avez des soutiens de la part de certains de vos anciens collègues ou absolument personne de vos Personne des anciens collègues. Il n'y a que des gens qui sont partis. Parce qu'il faut savoir que de tout le petit groupe qui avait été embauché en même temps que nous, il n'en reste plus à Moussaron. Alors on a un petit mot sympa, mais les gens ont peur. Les gens ont peur parce que justement... cette direction de Moussaron, on a le sentiment qu'ils sont tellement, et c'est plus qu'un sentiment, enfin pour nous c'est un sentiment parce qu'en plus on n'est pas du Gers, ni l'une ni l'autre, donc c'est un sentiment, mais les gens du Gers, je crois que c'est une connaissance, c'est un savoir qu'ils ont, que ces gens sont protégés, qu'ils ont le bras long, et même des gens qui ont quitté l'établissement ont peur.
Et puis ceux qui sont à l'intérieur ont peur qu'on ferme l'établissement. Parce que ça, c'est la menace suprême. Il y a dans la salle à manger du personnel régulièrement une affichette qui dit voilà, on va fermer l'établissement. On est en discussion avec la DAS, mais la seule condition c'est que, ah oui c'est ça, j'ai peut-être pas précisé, c'est que sur une de ces affichettes, il est dit il y a une condition à laquelle peut-être on pourra rester ouvert, c'est que les fautifs, les dénonciateurs quittent l'établissement. Et c'est ce qui a mis en route la délation et la persécution dont a été l'objet. Et peut-être la parano de chacun, se demander d'où ça venait, etc. La bonne ambiance, j'imagine. Sympathique, sympathique. Rapport ARS, Carlotti, donc tout part dans le meilleur des mondes, quoi. Tu te dis, ça y est, ça va être enfin pris en charge, on va enfin changer les choses. Et puis ça a été une catastrophe. Hein. Ça a été le début de la fin, et j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que ça a été le début de mon calvaire. Voilà. Aujourd'hui, avec du recul, c'est un suicide. Moral, physique, financier, familial. D'avoir dénoncé Moussaron, c'était faire le choix de se suicider et de prendre des risques. Je ne le regrette pas. Aujourd'hui, j'assume ce que j'ai fait. Mais je comprends toujours pas la violence de ce que ça a enchaîné, parce que après ce rapport, après la mise sous tutelle, a commencé un véritable lynchage, et encore je suis gentille. C'est même pas du lynchage, j'ai pas de mots. Sur les réseaux sociaux. Et le premier mot qui m'était adressé, alors c'est très vulgaire, désolé, mais c'est pas mes mots. Premier message en public sur Facebook, donc n'importe qui peut le voir. À toi, espèce de grande salope, la roue tournera un jour et tu le regretteras. Et ça a été le début de la fin. Et alors donc tu te retrouves au chômage, mais tu dis bon, Moussaron c'est derrière moi, j'en veux plus en entendre parler, ou tu dis non mais attends, il faut continuer le combat? Ah bah de toutes les manières, il faut continuer le combat, parce que ce qu'on a dénoncé, il faut que ça change. Sinon, c'est pas la peine de s'être donné tant de mal. Donc il faut que ça change. Seulement le problème, c'est que entre-temps, la direction de Moussaron porte plainte contre nous, et on est condamné à verser une indemnité de dommages et intérêts à Moussaron. De combien? Alors c'est conjointement avec donc Christelle, un petit journal du Gers, et moi-même, et c'est je sais plus de 3 000 €, mais je ne me rappelle plus la somme exacte. Donc j'ai dû faire un chèque de 1 000 et quelques euros. Moussaron. Oui, c'est plaisant. Ça va être sympa comme moment. Oui, ça c'est... Il y a un acharnement sur toi en fait, c'est ça? Tu es la grande sorcière quoi, de Moussaron. Ah ben moi je suis, voilà, la cible à abattre numéro 1, mais pas que moi. Et là j'ai pas compris. C'est ma famille et moi. Ma fille, la grande, est suivie au collège, donc voilà, on me dit que c'est pas vrai mais bon. Il débarque là où j'habite, à Nérac, à distribuer des tracts sur le marché de Nérac. Je me fais passer pour la dernière des catins. Il publie ma photo sur les réseaux sociaux en disant voilà, imprimer sa photo, jouer aux fléchettes dessus. Il publie mon dossier administratif, et c'est 7 mois. Ce calvaire a duré 7 longs mois où j'ai prévenu tout le monde. Personne n'a bougé. Alors l'ARS, elle a bougé au mois de mai 2014. Et moi, ça faisait depuis janvier que je disais que je tirais la sonnette d'alarme. Et je pouvais... franchement, je le souhaite à personne. C'est rare quand j'en parle. Mais quand dans ta ville, tu peux plus sortir non plus. Parce que tu sors avec tes enfants. Mais si tu tombes sur une folle furieuse, du coup, si tu es avec tes gamins, tu mets aussi tes gamins en danger. Donc ça finissait par... je pouvais plus sortir faire des courses, je pouvais plus rien faire. C'est pour ça que je dis que c'est un suicide. Tu t'es enfermé chez toi. Voilà, tu as fait ton job de professionnel,
t'as fait ton travail, et parce que t'as fait ton travail, t'es puni. C'est énorme. C'est injuste. C'est même plus qu'injuste. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que des professionnels qui ont des enfants vulnérables dans les doigts s'en prennent aux gamins des lanceurs d'alerte. Enfin, il y a un souci, ça tourne pas rond dans leur tête. On pourrait penser que j'ai tout perdu, parce que c'est vrai que... parce que tu as perdu ton travail entre-temps, du coup. J'ai perdu mon travail, j'ai fini par être licenciée. Voilà. Enfin, j'ai fait la demande de licenciement pour inaptitude en une seule fois, dossier de surendettement, saisie de voiture. Donc on pourrait, dans notre société de consommation, on pourrait dire « ouais là, la pauvre, elle a tout perdu, machin ». Sauf que moi, je le vois pas comme ça. Oui, effectivement, j'ai tout perdu d'un point de vue matériel, mais pour moi, j'y ai tout gagné. Déjà ma tranquillité d'esprit, le fait de pouvoir être en paix avec moi-même et me regarder le matin dans une glace et me dire que je participais pas à ça, quoi. Héloïse, tu es la fille donc, de Céline qui a dénoncé des cas de maltraitance à Moussaron. Donc du coup, toi tu l'as vécu en tant qu'enfant, enfin jeune fille. Et est-ce que toi tu as eu peur pour toi-même dans cette histoire ? Ben, au début oui, quand l'histoire a commencé et que j'ai compris que ça prenait vraiment beaucoup d'ampleur, je me suis dit qu'est-ce qui va se passer pour nous ? Comment est-ce qu'on va nous s'en sortir, les enfants ? Tu croyais quoi ? Qu'est-ce que tu pensais qui pouvait t'arriver par exemple ? Ben, que les hommes de Moussaron viennent à la maison, ils prennent maman, l'enlèvent, ou j'ai imaginé le pire pour elle, pas vraiment pour nous. Plus pour elle. Tu as imaginé qu'elle pouvait mourir par exemple ? Oui. Se suicider ? Oui. Et le fait que à un moment ta mère se retrouve sans sous, sans argent, parce que elle a plus l'argent elle a plus ses salaires, etc. Comment tu le vis toi ? Parce que tu es une adolescente, tu as envie d'avoir des nouveaux habits, je sais pas. Oui, c'est sûr, au début je l'ai un peu mal pris parce que je me suis dit bon, elle aurait pu ne pas dénoncer aussi et comme ça on aurait pu encore faire des sorties ensemble ou quoi, mais après je me suis dit bah au final je préfère faire passer la vie de plusieurs enfants avant nous plutôt que de perdre de l'argent. Ça à la limite c'est pas très grave, on en retrouve toujours, mais par contre une vie, une fois qu'elle est perdue et elle revient pas. Comment tu vis cette injustice en fait ? C'est comment, quand on est un être humain, qu'on a dénoncé des choses aussi graves et qu'on a perdu, comment on vit ça ? Parce que il n'y a rien de pire que l'injustice en fait. Ben, comment on vit ça ? Dans un premier temps, on ne vit pas beaucoup. Déjà financièrement ? On a perdu son emploi. Donc les temps sont difficiles, bon, on est inscrit au chômage. On postule à droite, à gauche, etc. Et on n'obtient rien du tout. D'abord parce que je n'ai plus 20 ans, et deuxièmement parce que si vous mentionnez Moussaron, vous êtes un emmerdeur potentiel. Hein ? Donc les établissements, on a été condamnés. Les établissements, les responsables d'établissement, ils ne vont pas voir à Moussaron si ce qu'on a dit était exact. Ils savent qu'on a été condamnés. Ça te suit. Moussaron, de toutes les manières, Moussaron, ça vous suivra jusqu'à votre temps. Jusqu'en bas. Hein. Parce que Moussaron, vous ne pouvez pas oublier Moussaron. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, bon, en ce qui me concerne, moi, j'ai jamais retrouvé d'emploi. C'est tout simple. Voilà. J'ai terminé ma carrière, si l'on peut dire, avec l'allocation de solidarité, je sais pas quoi. Et puis voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, tu le disais, le combat continue malgré tout. Comment tu vis c'était il y a donc 2 ans, quoi, finalement, que tu es partie de Moussaron. Ça te hante toujours ? Comment tu vis aujourd'hui le quotidien d'une lanceuse d'alerte ? Qu'est-ce que c'est la vie d'une lanceuse d'alerte, en fait ? J'ai passé 1 an et demi où tu vis pas, tu survis. Et puis, comme je suis quelqu'un d'assez têtu, tu refuses de voir la vérité.
parce que voir la vérité, c'est trop douloureux. Voir la vérité, c'est dur de te dire, quand je parle de maltraitance, c'est dur d'arriver au cheminement, de te dire mais toi aussi t'as été maltraitant. Et pourtant, c'est une réalité que celui qui a travaillé à Moussaron et qui dit j'ai pas été maltraitant, il ment, c'est pas vrai. Même moi parfois, parce que j'ai manqué de temps, parce que l'institution m'a pas donné les moyens, parce que j'ai été maltraitante. Et c'est compliqué à dire ça te demande du temps. Et ta vie elle est foutue, elle ressemble plus à rien. Ma vie avant Moussaron, ma vie pendant Moussaron et ma vie après, ça sera plus jamais pareil. Je pourrai jamais plus retravailler en institution, je pourrai jamais plus refaire confiance à qui que ce soit. Voilà, ma carrière est brisée. Et ils m'ont foutu, enfin voilà, c'est toute une vie qui te brise. Et ils le font exprès. Il faut être... Je sais pas si c'est du courage, hein, ou je sais pas ce que c'est. Aujourd'hui, je me dis, je me demande même moi comment j'ai fait pour être encore debout aujourd'hui. Je sais pas. Mais j'ai fait le choix de continuer et j'ai trouvé comment continuer, puisqu'on a monté une asso et qu'on se bat au travers de cette asso. Et je me disais, il n'y a pas que Moussaron, et ça n'arrive pas qu'à Moussaron. Il y a des centres qui vont bien, mais quand ça va mal, ça va vraiment mal. Et tu peux pas parler. Cette omerta-là, pour moi, le premier des responsables, c'est l'État. Et c'est ce que j'arrête pas de dire depuis 2 ans, c'est un scandale d'État. Et avec mes galères administratives, je vois bien que c'est un scandale d'État. Parce que comment tu m'expliques que voilà, mon allocation chômage qui n'est pas versée pendant des mois, ma CAF qu'on m'enlève, obligé tout le temps de te battre, c'est pénible. C'est pénible. Ça va parce que je suis quelqu'un de solide. Mais quelqu'un d'autre, je t'assure qu'il aurait fini par se suicider, c'est évident. C'est trop compliqué. Et c'est pas être une mauvaise mère, hein, c'est quand t'as même pas 20 centimes. Enfin, moi j'ai passé 7 mois, j'avais mais strictement rien pour nourrir les enfants. Parce qu'on m'a puni alors que j'ai fait mon job. Et tu vis pendant 7 mois avec, déjà tu penses aux gamins de Moussaron, et tu te lèves le matin en priant le bon Dieu que les services sociaux te tombent pas dessus alors que t'as rien fait, parce que c'est compliqué c'est compliqué de vivre avec tes enfants. Oui, c'est compliqué. Et t'as personne, t'es tout seul. Ces combats-là isolent. Alors du coup, la moralité de cette histoire, elle est quand même pas... Il n'y a pas de moralité. Voilà, elle est quand même pas très morale, c'est ce que j'allais dire. C'est en gros, la société nous fait dire qu'il vaut mieux fermer sa gueule, quoi. Absolument. Absolument. Voilà. Et si vous tenez, comme nous avons tenu, à ne pas en tenir compte, eh ben... C'est votre vie qui en... Voilà. Et vous vivez avec ça, vous dormez avec ça, vous vous levez avec ça, vous avez été condamné. On vous a condamné parce qu'on dit que vous avez menti alors que vous avez dit la vérité, que vous vouliez que des enfants polyhandicapés, incapables de se défendre eux-mêmes, soient traités d'une manière digne. Et ben, pour ça, vous avez été condamné et vous êtes condamné à vie. Très bien. Et vos enfants sont condamnés avec vous à porter le fait que... Ils sont les enfants de... Ils sont les enfants d'un condamné à tort, mais il n'empêche que... Pas à mort, mais à tort. Pas à mort, mais à tort. Moi, c'est une certaine mort quand même. Ouais. C'est quand même une certaine mort. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui reste, c'est que la vie des enfants n'a pas changé. Ouais. La vie des enfants que vous vouliez rendre un peu plus convenable, un peu plus acceptable, un peu plus viable pour eux, n'a pas changé. Ouais. Et tu penses souvent à ces enfants-là ? Oh oui, très 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 souvent.
Je ne sais pas si c'est tous les jours, mais peu s'en faut. Céline, tu le vois comment ton avenir aujourd'hui? Je le vois pas. Je le vois pas. Enfin, je sais que je recommencerai pas. On pourra me donner tout l'or du monde. On me rendra jamais ce qui s'est cassé. Et on me rendra jamais le mal qui a été fait à mes enfants. Et je suis pas quelqu'un qui aime parler de moi. Pour moi, c'est très compliqué et j'y arrive pas. Je sais très bien défendre les autres. Ça me pose pas un souci. Je sais très bien parler des autres, mais moi, réfléchir, pour moi, c'est un peu plus compliqué. T'as fait ce que t'as pu. Oui, mais... Tu pouvais difficilement faire mieux. Je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux. On a fait tout ce qu'on a pu. Mais on continue. On continuera. Aujourd'hui, on soutient ceux qui ont de nouveau lancé l'alerte. Tu lui lâcheras pas, ouais. Non. J'aimerais bien qu'enfin, un jour, quelque chose change dans cet établissement. Ce qui est un peu effrayant, c'est de se dire que c'est peut-être dans cet établissement, mais dans plein d'autres, en fait, non? C'est certainement dans beaucoup d'autres établissements. On en entend beaucoup parler. Il y a beaucoup d'autres lanceurs d'alerte dans d'autres établissements. On va me traiter de révolutionnaire, mais j'aimerais arriver à faire exploser ce système. Et pouvoir créer, voilà, ce poste-là qui me permette de pouvoir le faire. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'on te fait taire de toutes parts. Voilà. Et je vais terminer en vous parlant de la violence et notamment des traitements inhumains et dégradants et des pratiques nuisibles. Je félicite la France pour la circulaire du 20 février 2014 qui vise à intensifier les mesures visant à éradiquer les maltraitances commises contre des personnes handicapées dans les établissements médico-sociaux. Mais le défenseur des droits continue de dénoncer des violations et surtout l'impunité face à ce type d'agissement. Quels sont les mécanismes existants pour veiller à l'application de la circulaire? Qui mène à bien les inspections? Avec quelle fréquence? Comment? Quel est le système de recours? Quels sont les mécanismes prévus pour éviter l'impunité comme celle qui a eu lieu dans le cas de l'Institut Moussaron?